Notre propos est de vous présenter Entrevaux, place forte avancée du Royaume de France. Entrevaux, singulière petite cité plus étroitement collée à son rocher que nid de guêpe à sa souche, maison agglutinée sur une étroite plateforme rocheuse, cernée par une boucle du Var à l'endroit où deux lames rocheuses étranglent la vallée. C'est cette position forte, exceptionnelle, à la lisière orientale de la Provence qui a conditionné le très particulier destin de ce maillon méridional de la chaîne de places fortes tendue par la royauté de Briançon à Antibes. L'histoire d'Entrevaux commence sur cet épaulement de la rive droite du Var avec les Celto-Ligures qui occupent l'oppidum de Glandève. Courageux guerriers, ils s'opposent longtemps à la pénétration des légions de Jules César. Mais ils sont finalement vaincus par Auguste qui les mentionne sur le fameux trophée de la Turbie dans la liste de ces peuples d'au-delà des Alpes soumis aux lois romaines. Un camp romain s'implante là, au pied de l'oppidum, et Glandève, la Celto-Ligure, devient rapidement la gallo-romaine Glanatée, importante cité ayant statut de municipe, siège d'un évêché et chef-lieu de la province de Glanativa. Par heureuse fortune, nous est parvenu le nom d'un de ses citoyens, ce Valerianus Alpinus, soldat à la 15e Légion, mort en service sur les bords du Danube. De Glandève, de Glanatée, de l'antique évêché, enfoui par les limons du Var autour de ces ruines de la cathédrale haut-moyenâgeuse, il ne subsiste rien. Et le site classé comme archéologique majeur n'a encore livré que de rares vestiges. Ce couvercle de sarcophage, orné d'un assia caractéristique, ce morceau de tuile frappé d'une estampille curviligne encore inconnue. L'histoire d'Entrevaux pendant le premier millénaire est encore à exhumer. Au début du second millénaire, pour se défendre des barbares et des crues du fleuve, les habitants de Glanatée, redevenus Glandève après l'effondrement de l'Empire romain, se transportent sur la rive gauche du Var et y fondent Entrevaux sous la tutelle des barons de Glandève. Ceux-ci en perdent la suzeraineté en 1542 quand, sanctionnant leur trahison et récompensant la courageuse fidélité des habitants, épisode du Barbier, nous y reviendrons, François Ier octroie à Entrevaux la charte d'Avignon qui l'affranchit et l'inféode directement à la couronne. Ce document exceptionnel de 1594, seule image connue de l'Entrevaux médiéval, nous donne une idée de ce qu'était la ville à cette époque. Un siècle plus tard, 1704, un autre brillant fait d'armes, la conclusion glorieuse d'un siège, propulsa Entrevaux, dont Vauban venait d'améliorer les fortifications, à l'apogée de son destin de place forte avancée du royaume de France. La ville se présentait alors telle que vous la voyez aujourd'hui. On y entrait, on ne peut encore y pénétrer que par les trois portes dont les ponts-levis étaient toujours autant de nos arrière-grand-mères relevés tous les soirs. Au midi, la porte royale, si caractéristique par son châtelet, son pont-neuf, ses tourelles jumelles, son pont-levis. À l'ouest, la porte de France avec son pont-levis, son étroit chemin d'accès et le petit ouvrage qui en protégeait l'approche. Au levant, un système défensif complexe s'ordonnait autour de la porte d'Italie et de ses deux ponts-levis successifs. Une solide muraille réunissait ses portes et boucle encore étroitement la ville. Dans sa partie ouest, escarpée, de simples poivrières suffisaient à la défendre. Cependant que de fortes échauguettes flanquaient les puissants bastions du front méridional plus exposés.
À l'est, enfin, le rempart fusionnait avec les murs de la cathédrale, ainsi intégré avec son clocher crénelé dans le système défensif de la Porte d'Italie. Ce n'est pas le hasard ou le caprice, ainsi que l'a écrit Vauban, mais la nécessité qui a fait s'entasser dans l'étroit espace les hautes maisons d'Entrevaux. Elle borde ces rues décrites par Vauban comme inégales, sans raison, large ou étroite, sans observation d'alignement, de ligne de pente ou de niveau. Au hasard de leur détour, donnez-vous le plaisir de découvrir ces passages voûtés, ces fontaines, cet escalier, cette banque caractéristique des boutiques médiévales. Cette belle porte. Ce linteau millésimé. Ce blason de tailleur de pierre. Dominant la ville, visible de partout, la citadelle semble la surveiller encore. Sa transformation en caserne au siècle dernier en a fâcheusement altéré l'aspect martial. Mais sa façade postérieure, non remaniée, correspond mieux à l'idée que l'on se fait d'une forteresse médiévale, et sur ses arrières se perçoivent bien la superposition des enceintes, l'escarpement vertigineux. Irrégulièrement tronçonné par de nombreux murets ayant fausse apparence de porte, mais en réalité par balles, protégeant des tirs en enfilade. Un rude chemin, collé au rocher, grimpe en zigzag de la ville à la citadelle. Deux petits ouvrages le flanquent à ses débuts, le fort Pondol, le fort Langrune. Malgré la forte déclivité et le sol inégal, le long cheminement, avec les vues qu'il donne, n'est pas sans intérêt. Au terme de la rugueuse montée, un petit pont-levis commande la première enceinte, passé laquelle se remarque surtout une enfilade d'étroits cachots, 1,40 m de large, 1,90 m de long. Une petite porte franchit la deuxième enceinte et par ce gracieux perron donne accès aux bâtiments principaux. Qu'en dire, sinon en déplorer l'abandon et le délabrement. Ultime obstacle, une rampe raide et étroite, plus échelle qu'escalier, donne accès au donjon. Et c'est par cette petite fenêtre qu'en 1542, le barbier Fernand Gorel, qui venait d'égorger le gouverneur espagnol, donna le signal de l'insurrection victorieuse qui valut à Entrevaux son affranchissement et son enviable statut de ville royale. La vue qu'on y a mérite qu'on s'y attarde. La primauté du militaire à Entrevaux ne doit pas masquer l'importance du fait religieux dans la vie de cette communauté, siège d'un évêché pendant plus de 13 siècles, de Fraternus en 451 à Monseigneur Hachette des Portes, destitué par la Convention contre le vœu unanime du conseil municipal. De cette importance témoignent l'ampleur et la beauté de l'église, dont les sculptures du portail disent le rang de cathédrale. Armoirie de l'évêché sur le tympan, mitre épiscopale sur un des vantaux, tiare pontificale sur l'autre.
le chœur est particulièrement remarquable. Et la somptuosité des entablements richement dorés de ces colonnes corinthiennes le fait tenir pour un des plus beaux du midi de la France. On y admire aussi cette Assomption de Notre-Dame, magistrale composition de Mimmo, XVIIe siècle. Très belle œuvre encore, une émouvante descente de croix où l'artiste, Jouvenet, XVIIe siècle aussi, a si heureusement opposé ombre et lumière. Leur facture imparfaite n'enlève rien à la grâce de ces panneaux de bois sculptés et dorés. Ils représentent les 4 évangélistes naïvement figurés avec leurs symboles respectifs. Jean assis sur un aigle, Marc sur un lion, Luc sur un taureau, et flottant dans l'air au-dessus de lui le jeune enfant attribué à Matthieu. Avec cette décollation à la fois réaliste et naïve, ces panneaux ornent le bel autel dédié à Saint Jean-Baptiste, très vénéré patron d'Entrevaux. L'ensemble est d'une grande qualité, comme est aussi d'une très belle facture le buste du Saint Précurseur. Devant ce visage irradiant, transfiguré par la grandeur de sa mission, est-il excessif de parler de chef-d'œuvre? Changeons de registre et divertissons-nous un instant avec ces masques grotesques ornant les miséricordes de certaines stalles du chœur. Autre joyau de notre cathédrale, ce grand orgue, un Eustache de 1727. Récemment rénové sous l'impulsion de l'artiste qui en maîtrise avec bonheur les multiples jeux et en fait chanter l'âme, il est au centre des festivals de musique et de danse anciennes qui enchantent nos étés. Ces gracieuses images d'une de ces belles soirées termineront cette évocation de l'histoire d'Entrevaux, place fort avancée du royaume de France.